La bonne idée, déjà, c'est avoir de la clarté dans qui tu es toi déjà. C'est vraiment se connaître. Si tu te connais pas et que tu vas prendre une idée parce que tu penses que c'est l'idée du siècle, parce qu'on tombe vite sous le syndrome de l'objet brillant, où on dit « Ah ouais, ça c'est le truc, c'est tout nouveau, c'est trop bien, ça arrive tout sur un plateau, c'est génial, j'ai rien à faire, je reste les fesses sur mon canapé et ça va marcher. » Fausse bonne idée. Bienvenue sur ABC Talk Woman, le premier talk 100% féminin sur la chaîne ABC Talk. Et comme à mon habitude, je suis entourée de 4 femmes brillantes qui sont assises sur les canapés. Celles-ci sont encore plus brillantes que brillantes puisqu'elles sont ambitieuses, elles sont à leur compte et elles ont décidé un jour d'opérer un ou plusieurs changements radicaux dans leur vie. Et je voulais les inviter pour qu'on puisse leur demander le pourquoi, le comment et comment ça va aujourd'hui. Les filles, ça va ? Super. Pleine forme. Pleine forme. Vous êtes un peu les guerrières de la vie, hein, je crois. Les warriors, c'est ça. Je pense que le changement radical, ça vous parle. Absolument. Complètement. C'est un sujet, une thématique que vous avez vraiment appliquée dans la vie de tous les jours. C'était peut-être pas prévu comme ça au départ, non, Oriana? Pas du tout. Moi, c'était un changement radical de chez Radical qui a surpris énormément de monde autour de moi. Et du coup, j'ai été confrontée à pas mal de peurs, à pas mal de critiques. Et au final, ce changement, il a été complètement bénéfique pour moi. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Bien sûr, tu vas nous dire tout à l'heure. Ouais, Riyab, toi, tu as déjà eu à opérer un changement radical? 2. Le premier qui a engendré le deuxième. Ah. Donc oui, et je pourrais dire même 3e, parce que du coup, ça a influencé vraiment toute ma vie. C'est fou. Je te raconterai tout à l'heure. Je vous raconterai tout à l'heure. Ah, c'est teaser. Anna, ça te parle, changement radical? Complètement. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y en a eu plusieurs. Mais c'est, en fait, c'est comme dit Riyab, en fait, c'est le premier qui enchaîne finalement les autres. D'accord. Donc, c'est top. Effet boule de neige. Ouais, c'est ça. Et vraiment effet boule de neige, des non négociables. Et quand ça arrive en plein dans la face, tu dis ah non. Et du coup, ça change. C'est bien, vous nous avez fait 3 teasers et j'aimerais qu'on commence par le changement radical de Léa, Travel Cowgirl, sur les réseaux sociaux. Léa, elle fait un changement radical à un moment donné dans sa vie qui vraiment, pour le coup, est radical. Ouais, il y en a même eu 2 en fait. Mais raconte-nous. Ouais, je te raconte. Okay. Ouais, je veux que tu nous racontes. À la base, j'étais kiné. Donc, un métier normal, entre guillemets. Et en fait, j'ai fait un burn-out au bout de seulement 3 ans de kiné. J'ai pas tenu super longtemps. Et en fait, j'ai tout plaqué et je suis partie dresser des chevaux aux États-Unis dans les ranchs. En mode, je me casse. Aux chevaux. Et là, en fait, tu vois, j'adorais monter à cheval. Et en fait, en faisant kiné, je me suis dit, c'est cool, je vais faire de l'argent. Clairement, on va parler d'argent sans tabou, je pense, ici. Je me suis dit, cool, je vais faire de l'argent comme kiné en aidant les gens. C'est génial, c'est incroyable, t'es payé et puis tout ça. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée vraiment dans une prison dorée où je me suis dit, mais j'ai jamais le temps de monter à cheval. Et les seuls moments où j'avais le temps de monter à cheval, j'ai fini par avoir un accident parce que j'étais tout le temps fatiguée. Bref. Donc, la même année, burn-out, je me suis fait larguer. En plus, voilà, histoire de rajouter une couche. Et gros accident, trauma crânien. Et donc, je décide de tout plaquer, de partir faire ce que j'aime, c'est-à-dire monter à cheval aux États-Unis pendant 2 ans. Dresser des chevaux pour des entraîneurs américains. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir un patron. Je suis rentrée en France, rechangement, et je me suis dit, faut que je trouve un moyen d'avoir de l'argent et des chevaux, vraiment, et de ne pas trop travailler. Et du coup, j'ai tapé comment devenir riche sur YouTube. Voilà, juste pour vous expliquer. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'adore. Et en soi, l'argent m'intéressait pas plus que ça. C'était juste que je voulais pouvoir, l'argent. Un minimum, quoi. Les chevaux coûtent super cher et donc, j'ai monté mes business comme ça. Et aujourd'hui, je suis multi-entrepreneur. Je fais 1 million de trucs et j'achète mon ranch à moi cette année, d'ailleurs. Super! Voilà. Wow. Et pourquoi les États-Unis? Pourquoi être parti aussi loin? C'est là-bas qu'il y a des cowboys. Et mon nom c'est Travel Cowgirl pour le coup et pas Call Girl pour information parce que c'est pas ça. Tu pourrais concilier les deux. Et non, c'est pas trop mon truc, mais ça aurait pu. Et parce qu'en fait c'est l'univers, tu vois, l'homme qui m'aurait des chevaux, ça me fascine depuis que je suis née en fait. C'est comme ça. Redford, d'accord. Exactement, exactement. Ça te parle, ça te parle. Notre génération, c'est nous. Putain, mais c'est génial. Et donc ton ranch, tu vas l'acheter où? Eh ben on est en train de chercher. D'ailleurs j'en ai visité un pas loin de chez toi. Il y a 2 jours, c'est rigolo. Du coup, on est en train de chercher dans le sud de la France et 25 hectares, un coworking, des gîtes. Mais moi, je veux venir. Mais avec plaisir. Mais moi, je vais faire un studio d'enregistrement. La première inscription, c'est moi. Ok. C'est sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Notez, si vous êtes intéressé pour faire des retraites ou du coworking entouré de chevaux, vous appellerez Léa. C'est trop un concept génial. Ça va être incroyable, j'ai hâte. Super. Bravo. Merci beaucoup. Bon, alors, concernant les concepts géniaux, toutes les 3 aussi, vous en avez
qui ont découlé peut-être pas d'un burn-out, je crois pas. Non. Non. Mais quand même d'une prise de conscience, il me semble. Hein, Anna? Ouais. Ça a commencé par quoi, toi, ton premier changement radical? Mes changements radicaux, j'étais enceinte de mon fils, donc ça remonte ça va pas rajeunir, hein, à plus de 20 ans. Enceinte de mon fils, où là, d'un seul coup, je me vois la vie que j'ai, une vie un peu toute tracée. Et au sud de l'Ardèche, fille de commerçant, je travaille dans l'immobilier, enfin, voyez, une vie toute tracée sur un truc. Et je me dis, mais non, mais en fait, je veux plus, je veux pas ça. Je veux vraiment plus, et je veux pas une vie comme ça pour mon gamin qui va être finalement très limitée. Et donc, mon fils naît, je commence à mettre des petites choses en place, et ça se passe très, très mal avec le papa. Et du coup, je prends mes clics et mes claques et je me casse à Avignon. Donc, voilà. Allez, ciao. Je pars là-bas, je reste dans l'immobilier, mais là, du coup, je fais du développement de franchise, je forme les commerciaux, je forme les managers, de métiers totalement différents, je précise. Et je m'éclate. Vraiment, je kiffe ma vie et je m'éclate jusqu'à ce qu'en fait, je me retrouve confrontée à une autre réalité. Donc, deuxième changement qui arrive en perspective, en formant un commercial où on arrive devant, à ce moment-là, c'était pour des énergies renouvelables, et on arrive devant un couple de papy et mamie qui ont 80 ans passés. Et il fallait mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toit, quoi. Et moi, j'arrive là et je dis, mais en fait, ils en ont pas besoin, quoi. Ils ont 80 ans passés, quoi. Bah oui. Et en fait, un putain de cas de conscience à ce moment-là où j'étais dans l'incapacité totale de vendre. Moi qui étais la numéro 1 vente à ce moment-là, dans l'incapacité totale de vendre parce que ça correspondait pas à mes valeurs en termes d'éthique. C'est pas aligné, quoi. Mais du coup, alors, attends. D'abord, tu étais commerçante. Tu passes dans l'immobilier. Alors, j'étais dans l'immobilier. J'étais fille de commerçant, mais en fait, dans l'immobilier, c'est tombé sur moi. Donc, il n'y a pas d'agent immobilier. Donc, j'étais négociatrice immobilière et très vite responsable d'agence. La vie a fait qu'en l'espace de 6 mois, j'étais la responsable d'agence. Donc, c'était pas du tout prévu. Mais ça a vite monté, en fait. Ça a très, très vite monté comme ça. Et après, tu as fini dans les panneaux photovoltaïques. Et en fait, quand j'ai fait de la formation commerciale, formation managériale, je faisais pas que, vu que j'étais déjà à mon compte, je faisais pas que les agences immobilières. Je formais aussi les commerciaux sur le terrain dans les énergies renouvelables, dans d'autres domaines. Donc, ça pouvait être même chez cas par cas, les portes et fenêtres. Enfin, voilà, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et là, donc, j'étais une entreprise au moment où il y avait toutes les aides de l'État, les aides de la région. Donc, à ce moment-là, je suis du côté de Montpellier, à Castries, donc un endroit que tu connais bien. Et je te collège à Castries. Ah bah voilà. Vous êtes assis sur le même. Incroyable. Et de là, en fait, j'avais un jeune avec moi que j'étais en train de former, et j'arrive, parce qu'une téléprospective nous a calé le rendez-vous, on arrive pour lui vendre ses panneaux photovoltaïques sur son toit. Et donc, on voit, le toit, il est nickel, hein, mais sauf qu'ils sont pas éligibles aux aides. Et donc, ils ont plus de 80 ans, pas éligibles aux aides. Je leur demande pour quelles raisons ils font ça. Ils ont pas d'enfants, donc ils ont pas d'héritier. Et donc là, ils vont s'en mettre pour 25 000 balles, même s'il y a 10 ans pour avoir la rentabilité, mais dans 10 ans, qui dit qu'ils sont encore là, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, ça fait pas sens. Je leur dis, mais gardez vos sous, faites-vous des kiffs de choses que la vie, elle est trop courte, tu vois. Bien sûr. Et faites de m'entendre le dire à voix haute, la vie, elle est trop courte. Déclic. Je me reprends une autre claque, quoi, dans la tête à ce moment-là. Je dis, non, faut que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire là. Je reviens à mes amours du sport. Je voulais dire, j'étais une ancienne athlète, donc j'étais dans le sport avant, mais mon sport, j'étais pas footballeuse. Hein. Donc forcément, je gagnais pas bien ma vie. C'est pour ça que j'étais partie dans le commerce. Et là, à ce moment-là, je dis non, mais en fait, le sport me manque, le côté humain me manque trop. Je repars dans l'humain, et ça se combine avec la grossesse de ma fille, comme quoi à chaque grossesse, il y a un truc. Ouais. J'espère qu'il n'y en a pas une troisième qui arrive. J'avais 203. Et je reviens dans le sport. Mais je dis, je vais revenir dans le sport, mais intelligemment. Et j'arrive sur Lyon. Je débarque sur Lyon à ce moment-là. C'est ouf. Et je dis, je vais attaquer, mais avec l'événementiel sportif. Et c'est arrivé au moment de la Zumba, qui est arrivé en France. Je dis, on va surfer, on va prendre la Zumba, on va faire un truc avec ça. Et j'ai rempli des gymnases, des salles, des trucs, pas toute seule, hein, parce que j'ai collaboré avec des personnes aussi qui faisaient. Et je me suis régalée. Mais vraiment. Et ça, en fait, le fait de faire kiffer les gens, de transmettre ce truc, cette énergie. Ah ouais, l'énergie, la positivité, la joie, voir qu'elles arrivent avec c'est toutes ces femmes, parce que c'est 99% de femmes hein, qui viennent en cours de fitness, en cours collectif. Mais pas que la Zumba. Hein. Après, on m'associait qu'à ça, mais 90% de mes cours, c'était pas de la Zumba. Hein. C'était des cours de fitness. Et t'avais ces femmes qui arrivaient de leur journée complètement tristes, pas bien, et elles repartaient avec le smile, elles étaient contentes, dans l'énergie.
C'était ouf et j'ai adoré. Et après, troisième, c'est le Covid. Il y a eu le Covid où les salles de fitness fermaient pendant 8 mois. Et ouais. Où ben là, tu peux plus exercer. Et comme j'avais toujours gardé le consulting business à côté, en deuxième activité, ben, je me suis remis dedans plein pot, quoi. Ok. Le Covid, ça a fait plein de changements chez plein de gens. Et là, là aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, ouais, j'ai une société qui va être sur de la qualité de vie au travail et qui, du coup, cette société-là, je vais travailler avec les moyens et les grands comptes pour ramener du bien-être dans l'entreprise, mais pas le bien-être avec une journée de cohésion d'équipe. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où ça met un pansement sur une plaie béante. On vient vraiment, on vient travailler sur de la communication, sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. On vient travailler aussi sur la formation et les compétences managériales, parce qu'on balance des managers comme ça, alors qu'ils savent pas du tout manager. On va travailler tout ça. Donc ça, c'est une société que j'ai. Et en fait, c'est le côté un peu multicasquette, multipotentiel, où tu t'ennuies vite, j'adore faire ça, mais je trouvais que ça réécrivait pas assez l'histoire. Donc, du coup, à ce moment-là, je dis non, j'ai envie de pouvoir continuer à aider toutes ces femmes que j'aidais dans la remise en forme, mais autrement, je vais les aider à devenir ces leaders de demain en les accompagnant dans leur entreprise, dans le business, parce que finalement, c'est vraiment ma zone de génie, elle est là. Et ouais. Donc, ça va être cette clarté, ça va être cette vente, ça va être ce business. Et donc, je les accompagne totalement à leur créer leur business de cœur et à kiffer leur vie en totale liberté. Et pouvoir acheter un ranch. Par exemple. C'est génial, ça. Voilà. Et toi, Riab, ça te fait écho? Je voyais que t'avais le smile, il y avait des trucs qui parlaient à l'histoire d'Anna. Tout à fait. Mon premier déclic, en fait, le premier changement, ça a été aussi pendant le Covid. Il faut savoir que j'ai un parcours de vie un peu compliqué, tu le sais, toi. Mes enfants, je les ai eus en PMA, mes deux premiers garçons, et tous mes enfants sont nés prématurés. Donc j'ai eu, après mon deuxième qui est né grand préma, où on a fait 2 mois à l'hôpital, etc. Pour moi, c'était hors de question que j'ai un troisième enfant. C'était pas possible. Et le Covid arrive. Et je tombe enceinte sous pilule. Au 1 an de mon fils. Donc j'étais pas prête psychologiquement, quoi que ce soit. Voilà. Je fais pas les choses à moitié, c'est important de le savoir. Tu voulais rester dans les couches. De quoi? Je voulais rester dans les couches. Visiblement. Donc là, c'était le troisième. Troisième. Oh là là. Une petite fille, grossesse catastrophique et année Covid, donc voilà. Ne sors pas, reste dans mon ventre, et elle est sortie le 1er janvier 2021. Non, elle a attendu. Ah ouais. Pas 2020. Du coup, elle avait que 6 mois. 7 mois? De quoi? Dans ton ventre? On a fait 7 mois. Ouais, préma aussi. 7 mois, ouais. Non, j'ai fait des prémas, j'ai fait que des prémas. Bref, donc arrive ma fille et moi qui ai une vie d'obésité, donc j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, c'est un syndrome métabolique et hormonal chez la femme qui est justement source d'infertilité, problème de diabète, problème de surpoids, obésité. J'ai envie de me reprendre en main parce que je me dis, on sait pas d'où vient réellement le SOPK. Avec un peu de chance, si elle a de la chance comme moi j'ai dans la vie et que elle hérite de mes gènes, voilà. Si je peux lui éviter, une vie de moquerie pour l'obésité, une vie justement de l'infertilité, etc. J'ai envie de faire les choses autrement. Donc du coup, je me reprends en main. Sport, j'essaye le sport, diététicienne, il y a rien qui marche. Et je vois mon médecin qui me fait faire un bilan et un jour elle me dit il faut arrêter le sucre. Votre problème c'est le sucre. C'est radical. Ok. Comme ça, je saisis. Elle me parle d'une alimentation différente. Elle me parle d'alimentation cétogène. Pour moi, c'est me parler chinois parce que je sais pas du tout de quoi il s'agit. Je commence donc ce rendez-vous, je l'ai le jeudi et le lundi, je me lance toute seule. 4 mois plus tard, déjà mes bilans sanguins sont parfaits. 9 mois plus tard, je sors de l'obésité. J'ai perdu 30 kilos. Wow. Bravo, purée. Sans difficulté. Sans faire de chirurgie, bariatrique. Rien du tout. Et je ressens le besoin de me mettre sur les réseaux et de partager, en fait. Et donc, du coup, pendant... C'est une fierté. C'est ça. De partager vraiment mon quotidien, parce que je suis passionnée de cuisine. J'aime bien faire des recettes. Et j'écris tous les jours et les gens ne savaient même pas qui j'étais, parce que il y avait même pas une photo de moi. Et je me crée une petite communauté et tout. Comme ça, je réponds aux questions, sans être qui que ce soit, parce que moi, je suis comme vous. En fait, je poste tout simplement ce que je mange. Et
je fais un live qui se passe avec 13 personnes, hein, ça je l'oublierai jamais. C'est les premiers lives. Le premier live, 13 personnes. On est comme ça, même s'il y a 13 personnes. C'est clair. Et là, en fait, on me demande, on me dit oui, mais pourquoi tu ne deviendrais pas coach? Et je dis bon, coach, pourquoi? Non, moi je vais faire de la cuisine. Et un jour, ça avance, et je lance vraiment sur mes réseaux. Et si je devenais coach? Et j'ai 50 demandes de coaching. Incroyable. Donc d'une alimentation, je me retrouve à devenir vraiment un changement de vie parce que déjà je me retrouve coach, je me forme, là ça fait 2 ans et demi et troisième changement important pendant ma carrière, etc. Donc je suis d'origine marocaine, j'ai pas grandi au Maroc et j'avais envie de rentrer au pays. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'était vraiment quelque chose de viscéral. Et on devait partir donc pour septembre de l'année dernière. Et septembre de l'année dernière, il y a le tremblement de terre à Marrakech. Waouh. Et là, je suis dans tous mes états. J'ai juste envie de laisser mes enfants, de laisser mon mari et d'aller sur le terrain. Je suis comme une folle. Mais vraiment, ça me brûle. Ouais. Et 4 mois plus tard, je suis partie m'installer là-bas. Donc depuis janvier, je suis là. Bravo, avec mes enfants et tout le monde. Trop bien. Et t'es heureuse? Plus que jamais. Mais vraiment. Ah, génial. Vraiment. Ah là, en plus, c'est pas la même météo, là, en ce moment, Écoute, j'ai quitté 40 degrés pour 19. Donc, je peux te dire que, voilà, je vous aime beaucoup. Prends-en un petit peu. Je vous aime beaucoup. C'est vrai que toi, t'es toute allée, là, bronzée, je vois pas de quoi tu parles. On a les petites cernoïs, là. Je vois pas pourquoi tu dis ça. On est black, regarde. On est très... Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Et du coup, là, aujourd'hui, t'es épanouie. Tout à fait. J'ouvre mon cabinet. Oh, bravo. Bravo. Merci. Je veux dire. Merci. Oriana, ça te parle ou pas, cette transformation radicale? Ouais, mais toutes les transformations me parlent un peu. Alors moi, j'ai pas eu de... ça n'a pas été pendant le Covid, ça arrivait beaucoup plus tard, cette prise de conscience. J'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont été des changements radicaux pour moi, pour mon bien-être. La première chose, c'était mon divorce. Là, ça n'a pas été facile. 32 ans, 2 enfants, pas de carrière, rien, parce que j'étais dans une société où je me suis conformée à la société, à ce qu'on demandait à une femme. Donc, je priorisais pas ma carrière. Je savais pas spécialement ce que je voulais. Donc, le premier gros changement radical, c'était le divorce, où je me suis dit, une fois que tu te retrouves avec tes 2 enfants, t'as pas le choix, faut avoir de l'argent, quoi, parce que t'as 2 enfants à élever. Dans la région parisienne, c'est pas donné. Donc, et donc, c'est là où j'ai découvert pas mal de choses chez moi, insoupçonnées. Et donc, je suis rentrée dans une grande boîte, une multinationale, où j'ai passé très, très rapidement des échelons et je suis devenue responsable d'un service client de la France, en fait, pour une grande société. J'avais 40 personnes à mon actif, je gérais 5 équipes, j'avais 4 managers, j'avais 3 superviseurs, donc j'étais membre du comité stratégique, truc où moi, petite, jamais j'aurais cru devenir ça. Et je me suis éclatée pendant plusieurs années et il y a 2 ans, on m'a proposé un poste encore plus élevé. Et c'est là, en fait, où je me suis pris une claque, en fait, un peu comme toi, Anna, où je me suis rendu compte que mes valeurs et le côté un peu humain que je recherchais, en fait, dans la société, je l'avais plus, en fait, en montant les échelons. Ça devenait très politique, ça devenait très business, et j'étais plus alignée. Ouais, j'arrivais plus à être alignée. Et moi, ce que j'adorais avec mes équipes sur le terrain et même avec eux, c'était, alors, on parlait de tout. Je pense que inconsciemment, j'étais déjà coach, en fait, sans le savoir. Parce qu'on venait me parler, on venait me parler de leurs problèmes, de couple, de vie, de management, de machin, de tout. Et donc, je les briefais. En fait, mes one-to-one, c'était plutôt ça. C'était plutôt déjà du coaching, en fait. Et du coup, en fait, quand on m'a proposé le poste, alors là, c'était le rendez-vous de trop, je pense, pour mon ex-patron. C'était, en fait, il arrivait, il m'a dit, bon, voilà, on va te proposer un poste, tout, super. Je dis, alors, j'avais vachement bien négocié le tarif. En plus, je dis, ok, mais moi, je te préviens, il va falloir allonger. Donc, lui, il avait cravaché avec la direction et tout. Il arrive et pendant le rendez-vous, il me dit, bon, voilà, j'ai eu un truc super pour toi. Et je dis, là, je t'arrête. Il me dit, pourquoi? Et je dis, je vais partir. Il me dit, pardon. Il me dit, tu pars où, en vacances? Je dis, non, je pars, je vais faire coach. Et là, il me dit, quoi? Coach? Il me dit, coach de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, non, je vais faire coach pour les personnes qui ont besoin d'aide, pour les relations amoureuses, ça me plaît, ça fait plusieurs fois que je regarde, que je trouve ça. J'ai commencé à regarder les formations, il me dit, mais t'es malade? Il me fait, t'as fumé quoi ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, tu veux pas partir? Je dis, si. Et je te confirme que je pars dans 3 mois. Là,
On fait un changement radical. Wow. Il a pas dû te faire de cadeaux pendant un train. Alors si, pour le coup, ils ont été assez cool. Parce que c'est rare. C'est étonnant même. J'étais sur des gros projets. Donc en fait, le deal, c'était je finis les projets. Bien ce que tu fais. Et vous me laissez partir avec une rupture conventionnelle, bien sûr, parce que je comptais pas partir sans rien. Parce que là, je partais avec un salaire de dingue, 5 semaines de vacances, la mutuelle et tout. Partir auto-entrepreneur, sans savoir vraiment ce que tu vas toucher et tout, si tu veux. Je suis partie vraiment... À l'aveuglette. À l'aveuglette, complètement. J'y connaissais rien sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais là, mais moi, je vais faire mon petit cabinet dans le 95. On m'a dit, non, mais toi, c'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est les réseaux, bah, touche à bon. Donc, je me suis lancée sur les réseaux un soir sur TikTok. Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi, en fait. Voilà, je suis partie, mais j'étais super contente de le faire. Je testais. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, t'as quoi à perdre? C'est ça. T'as 40 ans. C'est ça. 40 ans. Moins 10. 40 ans. Au pire, si ça fonctionne pas, tu as une expérience, tu peux retrouver. J'ai toujours rebondi dans ma vie. J'ai fait 40 000 métiers différents. J'étais assistante vétérinaire, j'ai fait des colonies de vacances, j'ai fait assistante de direction. Enfin, j'ai tout fait dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, t'as quoi à perdre? Tu te lances, t'y vas. T'es une bosseuse, donc tu sais que tu vas pas être dans la merde parce que tu trouveras toujours les solutions pour que ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne pas, bah, tu repars. Et donc, en fait, j'y étais, mais sans aucune peur, vraiment, moi. Par contre, les peurs qui sont arrivées, c'est l'entourage. C'est ça. 40 ans sur des réseaux, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas faire quoi? Des relations amoureuses? Pourquoi? Ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas. C'est leur propre peur qui Exactement. bloquée. Et puis, c'est la sécurité au niveau de l'argent. Comment tu vas faire avec tes enfants? Bah, ça va, je suis en couple quand même. J'ai pas... Les enfants, ça va. Enfin, j'ai de l'argent de côté. Je suis pas sans rien. C'est ça, en fait, qui fait peur aux gens. Et c'est ce qui m'a fait peur. Mais j'y ai quand même été. Et en fait, depuis vraiment 2 ans, ça a pris une montée incroyable. Et je oui, là, maintenant, t'as combien d'abonnés sur les réseaux? En tout, je dois avoir 400 000, je crois. 400 000 abonnés en 12 ans, quoi. Juste. Entre TikTok. Et ce qui est fou, c'est que vous avez un truc, un lien, toutes. Vous avez écouté vos zones de génie ou vos zones de passion. Et quand vous les avez réécoutées, pouc, il y a un truc qui s'est... Hein, c'est vrai, hein. C'est clair. Donc, on n'a pas écouté les autres, en fait. Voilà, ça. Et vous êtes écouté, vous et votre cœur. Et à partir du moment où il y a le cœur qui est connecté à vous, pouc. Et on s'est lancé. Après, moi, j'ai été quand même soutenue par mon mari. Encore un qui m'a lancée. Alors moi, voilà, j'ai quand même mon mari qui connaissait un petit peu ce business-là et qui m'a un peu soutenue quand même. Parce que c'est surtout, il m'a soutenue techniquement parce que je connaissais strictement rien. Donc, il m'a soutenue et ça aussi, je pense que c'était un des seuls, en fait, qui m'a rassurée, qui m'a dit, tu sais, moi, je suis là. Si ça fonctionne pas, de toute façon, regarde d'où tu viens. Il me fait, puis de toute façon, j'ai aucune raison, enfin, j'ai aucun doute pour toi que ça va bien fonctionner. En fait, pour lui, il m'a dit, de toute façon, tout ce que tu touches, tu le réussis. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, il y en a un qui m'a fait confiance, heureusement, c'est mon mari, pour le coup, qui m'a dit, t'inquiète, enfin, vas-y. Non, mais c'est beau, parce que il aurait très bien pu faire comme tous les autres. Mais finalement, comme quoi, il te connaît bien. Et la puissance de l'amour, il t'a fait confiance. Et je crois qu'en fait, même s'il m'avait dit non, je serais allée, quoi. Est-ce qu'il est entrepreneur? Non. Et tu vois, c'est ça la plus grosse difficulté en plus. C'est quand le partenaire n'est pas entrepreneur, ils ne comprennent pas forcément en fait ce qu'on fait et comment on fonctionne. Exactement. Donc du coup, avoir le soutien, j'ai eu la même chance. Avoir le soutien de quelqu'un qui est dans le salariat, qui est justement dans son CDI, dans son train-train quotidien et que il y a pas cette notion de bah si je travaille pas, j'ai pas d'argent le mois prochain. Donc voilà, c'est vrai que c'est une chance. Hein. C'est une chance et puis je pense que ils nous connaissent aussi. Je pense que tu vois, il y a aussi cette notion de quoi que je lui dise, de toute manière, elle va le faire. Donc autant que je sois dans son camp parce que sinon ça va mal se passer. Mais après, souvent, je trouve qu'on attend tout le temps le soutien de l'entourage, mais l'entourage, il est pas là pour nous coacher. Enfin, en fait, c'est souvent ce que je dis à mes élèves, c'est qu'ils disent oui, mais tu comprends, mon mari, il me coache pas, il m'aide pas. Et je dis bah c'est pas son rôle. Lui, il est là pour t'aimer. Voilà, t'aimer, ne pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Après, s'il te soutient, c'est cool, mais c'est pas grave en fait. S'il est contre toi, bon là, il y a un problème, ok. Mais l'entourage, pour moi, il est vraiment là pour juste t'aimer et un coach.
pour le coup, on est tous coachs ici, je crois, il est là pour te coacher et pas pour t'aimer. Et en fait, je pense qu'il faut aussi faire attention à ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, on attend absolument que l'entourage nous soutienne, soit à fond avec nous, mais on a besoin de reconnaissance, besoin de savoir si on va pas se planter, si on prend la bonne décision. Ça peut être un schéma familial. Souvent, tu vois, moi, j'ai été très soutenue par mes parents. Bon, mes parents, avec moi, ils ont vu dans tous les sens. Donc, si tu veux, il y a toujours une peur, mais à force de le faire, au bout d'un moment, ils m'ont laissé aussi en disant, bon, de toute façon, chaque fois, tu nous fais des trucs, donc vas-y. Mais je pense que, le soutien familial, t'as besoin un petit peu quand ils sont toujours derrière toi, finalement. T'as besoin d'être reconnu. T'as besoin d'être reconnu, t'as besoin d'être rassuré par eux en disant, c'est bon, c'est ok si j'y vais. Hein. Vous serez là si jamais ça se plante. Hein. Tu vois, je suis d'accord. Ouais. Et après, il y a des personnes qui vont pas spécialement te soutenir, et c'est là tu dois faire un choix en disant, bon bah, finalement, ce qu'elle me dit, c'est sa perception, c'est ses propres peurs. Est-ce que je les écoute ou est-ce que je décide d'y aller? Et puis, ça veut pas dire que ça restera plus mon ami ou quoi, mais c'est juste qu'on n'est pas sur la même vision des choses. Et puis, en même temps, c'est ma vie et j'y vais. Et quand on a donc maintenant votre expérience dans le changement radical, vous êtes pourvu d'un doctorat en changement, comment on peut conseiller des personnes qui en ce moment sont dans le doute ou peut-être commencent à réfléchir à ce changement? On va faire chacune un tuto, d'accord? Allez, ok. Il y en aura une peut-être qui va faire le tuto genre comment je suis sûre que ça me convient. Peut-être l'autre va donner un tuto de comment je vais pas me mettre en difficulté financière aussi. S'il y en a une, comment se prémunir de cette difficulté financière. La troisième, comment faire survivre son couple ou sa famille dans le changement radical. Et la quatrième, est-ce que je suis vraiment sûre de moi quand je fais ce choix-là? Est-ce que ça parle à certaines, là? Une des quatre thématiques, ça peut être... Après, vous pouvez tout parler. Moi, ça sera pas le business. Le business, là. Non, je sais pas. Sur la partie financière, famille, je veux peut-être vous laisser parce que moi, j'ai pas d'enfants, j'ai des chevaux. Voilà, c'est tes bébés, c'est tes enfants. Ouais, c'est clair, c'est mes bébés, mais ils s'en foutent un peu de ce que je fais sur Instagram. Ah bon? Mais excuse-moi, la deuxième question que tu as posée, c'était sur les difficultés financières, etc. Ouais. Alors, tu vois, par exemple, toi, t'as quitté ton taf et pour te lancer. Alors moi, je conseille, c'est trop cool que ça ait marché pour toi parce qu'en fait, t'es déter et que t'étais soutenue et donc t'avais quelqu'un qui t'aidait, etc. Donc ça a marché. J'avais une rupture conventionnelle. Oui, voilà. Donc j'avais quand même c'était quand même un des prérequis. Je ne serais pas partie. Ça, c'est cool. Ou peut-être différemment. Mais c'était quand même un prérequis pour moi financièrement parce que j'ai quand même 2 enfants, j'ai une maison. Bien sûr. La rupture financière, la rupture conventionnelle était nécessaire. Petit lapsus. La rupture financière. T'avais 2 ans? Non, là, 2 ans de chômage. 2 ans. Alors oui, j'avais le chomage et en plus de ça, je l'ai eu jusqu'à ce que je sois entrepreneur, donc très peu de temps finalement, 4 mois. 4 mois. Parce que j'ai enchaîné après. Mais par contre, ça faisait 11 ans que j'étais dans ma boîte en tant que manager. Donc t'es pas partie sans rien. Donc je suis pas partie sans rien. Donc voilà, ça c'est important de le dire quand même parce que souvent, je trouve que même parmi mes élèves, on me dit OK, donc à quelle date faut que je quitte mon taf pour monter mon business? Je dis hop. Tu fais surtout pas ça. Enfin, après vous faites bien ce que vous voulez hein, mais moi ce que j'ai fait c'est que en fait quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai gardé mon métier de kiné, j'ai repris mon métier de kiné alors que j'avais plus du tout envie de bosser là-dedans. Pour information, j'adore les kinés, hein, tout va bien, c'est juste que c'était plus pour moi. Et en fait, je l'ai repris en me disant, OK, je vais tenir le plus longtemps possible pour investir dans l'immobilier. Hein, clairement, j'ai acheté des immeubles et c'est ce qui m'a permis de tenir le plus possible. J'ai monté mes business, etc. Et le jour où vraiment j'ai atteint ce que je voulais en termes de business à côté, là, je peux lâcher mon métier de kiné. Donc en fait, si possible, la personne, faut vraiment qu'elle garde son taf si c'est faisable. Si son taf lui prend toute la charge mentale, tout le temps, toute l'énergie, faut changer. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir un revenu stable parce qu'en fait en termes d'énergie que tu vas attirer, ça va pas être la même chose. Si t'es dans le stress et que tu manques d'argent, que tu veux trouver tes premiers clients, ils vont partir en courant quoi. Alors que si t'es cool, et moi c'était mon cas en tant que kiné, je gagnais bien ma vie à côté, donc je montais mes business mais sans pression vraiment financière. Je me suis dit, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'avance juste tous les jours. Je me focalise pas sur le résultat final, mais juste sur les efforts que je fais au quotidien. Forcément, dès que je me suis lancée, ça a cartonné parce que j'étais pas dans l'énergie du manque justement. Et ça c'est important. Bon ça c'est en termes d'énergie, mais surtout en termes de finances. C'est quand même important d'avoir un toit sur la tête et de quoi manger avant de vouloir monter un business et faire des scènes ou quand on est coach, etc. Donc moi ce que je conseille toujours c'est soit d'avoir le chômage effectivement si tu as la possibilité d'avoir le chômage, soit de garder un taf au début à plein temps, puis à 80%, puis à mi-temps si tu peux, quitte à changer même de job pour pouvoir monter ton business en parallèle. Et moi c'est vraiment ce que j'ai fait quoi. Voilà. Donc c'est en tout cas ce que je conseille parce que
de tout plaquer du jour au lendemain. Et alors c'est beau, hein, sur le papier, c'est stylé comme mais dans les faits, je suis d'accord avec toi. Ça peut être catastrophique, quoi. Quand même une sécurité derrière. Donc tes immeubles te permettent d'avoir ton cash flow. Alors les immeubles, en fait, c'est pas du tout ce qui me fait vivre aujourd'hui. Je l'utilise même pas. En fait, ils s'autofinancent, quoi. J'ai du cash flow positif. Alors pour ceux qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est le cash flow, c'est en gros l'argent qu'on génère une fois que les charges, le prêt sont payés, etc. En fait, ce que j'avais comme objectif ultime, c'est mon ranch. C'est acheter mon ranch, être avec mes chevaux, etc. Donc, je me suis dit, bon, pour acheter un ranch, ça coûte, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était entre 500 000 et 1 million. Ça coûte cher, un ranch. Je me suis dit, soit j'investis dans un ranch maintenant en tant que kiné. Franchement, je vais peut-être pouvoir faire le prêt, si je fais un bon business plan, etc. Mais j'aurai jamais de temps à y passer. Je vais travailler comme une tarée pour payer le prêt. Enfin, voilà, ça va être l'enfer. Et je vais finir par vendre le ranch parce que je pèterai un câble. Soit je me dis, OK, je reprends mon métier de kiné, j'investis dans l'immobilier pour générer du cash flow, donc de l'argent, qui paiera le prêt du ranch plus tard. Et en même temps, je monte mes business pour devenir libre, en fait, et arrêter mon métier de kiné. Donc, en fait, je me suis dit, je fais un plan sur 5 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai repris, donc en rentrant des US, le taf de kiné pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai acheté, du coup, mes immeubles, qui aujourd'hui s'autofinancent et génèrent du cash flow. Alors, en toute franchise, je le dis combien c'est, parce que moi, ça me gêne pas du tout de parler de ça. J'avais besoin de 2500 à 3000 euros de prêt pour le ranch, à peu près par mois. Et donc, là, j'ai 2500 euros de cash flow net, qui sort tous les mois avec les immeubles. Mais ça, j'y touche pas parce que c'est que pour le ranch. Et à côté, j'ai monté mes business. Bon, voilà, je suis coach aussi en changement de vie, etc. Je fais du e-commerce, je fais pas mal de choses. Et pour, en fait, générer assez d'argent pour un train de vie qui me fait kiffer, de digital nomade et de voyager partout dans le monde, en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai monté toute ma stratégie sur tout ça. Et après, j'ai arrêté mon métier de kiné. Incroyable. Super. Voilà. Et en fait, c'est aussi libre qu'un cheval sauvage. Voilà, on peut voir ça comme ça. C'est incroyable. Ouais. Et toi, Anna, alors, thématique famille, ou alors quand on veut faire un changement radical. Alors dis-moi celui qui te parle le plus. Alors redis-les. Il y avait le couple. Comment pas te planter, que ce soit pas la mauvaise idée. Le couple, je vais laisser l'experte couple parler sur la partie couple, même si j'aurais des choses à dire dessus, mais je la laisserai parler. Après, t'avais quoi? Il y avait la famille. Ou alors, comment savoir que c'est la bonne idée? C'est le chemin fait pour toi. Comment tu peux savoir la bonne idée? Déjà, c'est avoir de la clarté dans qui tu es toi, déjà. C'est vraiment se connaître. Si tu te connais pas et que tu vas prendre une idée parce que tu penses que c'est l'idée du siècle. Parce que on tombe vite sous le syndrome de l'objet brillant, où on dit, ah ouais, ça, c'est le truc, c'est tout nouveau, c'est trop bien, ça arrive tout sur un plateau, c'est génial, j'ai rien à faire, je reste les fesses sur mon canapé et ça va marcher. Fausse bonne idée. Non, ça marche pas du tout. Donc déjà, c'est arriver à se connaître soi, se reconnecter à qui on est vraiment et pas à ce que les gens pensent de nous ou ce que la société pense de nous ou ce qu'on croit être par rapport au regard des autres. C'est clair. Donc c'est arriver à se couper finalement de ses proches. C'est con à dire, mais prendre un moment pour soi, reprendre rendez-vous avec soi-même et se couper de ses proches, prendre du recul dans un espace safe. Ce que je dis, un espace safe, c'est pas chez soi en fait. Même si chez toi c'est safe. Ce que je veux dire, c'est que chez toi, tu as t'as les joies, mais tu as aussi les disputes, tu as trop d'énergie et d'émotions qui passent. Donc, il vaut mieux aller, si t'aimes, comme moi, la nature, aller te balader en haut d'une montagne, en promenant ton chien, tu te poses, tu te ressens sur toi et tu essaies de faire un peu un point sur ta vie jusque-là. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as kiffé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas kiffé? Et tu fais une liste après de toutes tes passions, de tout ce que tu aimes et une liste de toutes tes compétences. Et là, tu vois un petit peu s'il y a des choses qui viennent en corrélation. Et en fonction de ça, par rapport à l'idée que tu as, tu regardes si ça colle en fait à ça. Et si tu peux faire aussi des exercices de visualisation, à essayer de te projeter dans 5-10 ans, est-ce que tu te vois encore faire ça? Ou est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans et avec qui tu te vois le faire? Parce qu'il y a ça aussi, parce que ça peut être la bonne idée, mais pas avec la personne avec qui tu es aujourd'hui ou avec l'entourage. Ou ça peut être la très mauvaise idée, mais c'est ton idée de sauvetage parce que tu es pas au bon endroit en fait. Donc il y a plein de paramètres. Voilà, il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte par rapport à ça. Et si je peux juste me permettre aussi, souvent t'as trop raison là-dessus de pas écouter ce que dit l'entourage de nous et d'en faire une généralité. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant. Enfin, moi, je le fais faire à mes élèves. Après, on choisit si on le fait ou pas. Mais de demander à notre entourage qui nous connaît ce qui eux nous verraient faire. Enfin, qu'est-ce qu'ils nous verraient faire comme métier, parce que moi, il y a tout le monde qui m'a sorti coach alors que j'avais jamais capté ça avant. Enfin, donc ça peut être aussi ce que j'ai vécu aussi. Hein. Mais ça, je leur fais faire moi dans un deuxième temps. Une fois qu'ils sont libérés de ça. S'ils le font en premier, ils sont influencés parce que les autres ont dit en fait au préalable. Donc généralement, je leur demande de faire d'abord l'exercice sur eux-mêmes en pleine conscience avec eux-mêmes et dans un deuxième temps, aller voir s'il y a une corrélation avec ça, avec ce qui les entoure. Parce que les gens, mais c'est super intéressant
Après, ça va dépendre. Tu as des personnes qui sont tellement influençables que il faut faire attention. C'est vrai, tu prends une comme nous, non, ils pourront dire ce qu'ils veulent, on s'en fout. ou ça va nous dire, attends, c'est peut-être pas bête son idée, mais on va avoir cette intelligence-là. Mais tout le monde n'a pas forcément les outils, les méthodologies nécessaires, ou même la force, le caractère pour pouvoir le faire. Pour trancher, quoi. C'est ça. Il y en a qui vont réagir avec l'urgence, en plus. Exactement. Avec la peur. Une urgence de peur et tout, du coup, qui vont automatiquement un peu laisser toutes leurs valeurs de côté et leur personnalité, comme tu dis, en fait, pour aller... non, mais tout le monde me le dit, là, c'est une urgence, donc j'y vais. Je réfléchis plus. C'est comme ce que tu disais là tout à l'heure, pour revenir sur la partie financière au business. Souvent, les personnes, elles font pour une question d'urgence sur du court terme, mais elles voient pas forcément le long terme. Et là où tu as été très intelligente dans tes choix, c'est que tu as vu ça sur du long terme. Et moi, quand je vois mes clientes ou mes clients qui arrivent et qui veulent une solution business parce qu'ils veulent faire du cash pour la main, ils veulent faire du cash tout de suite. Et vite. Je dis, OK, pas de problème. Je dis, c'est quoi ton projet, ton objectif final? C'est juste faire du cash pour là et en one shot et après, c'est fini, on n'en parle plus. Ou est-ce que tu veux que ton entreprise, elle soit pérenne? Donc, je comprends ta nécessité de trésorerie immédiate. On peut travailler là-dessus et tu auras ce cash-là tout de suite. OK. Mais est-ce que si tu fais rien pour la partie pérenne, tu vas te retrouver exactement dans la même situation dans 3 mois, quoi. C'est clair. Donc, l'idée, c'est pas que tu fasses l'ascenseur émotionnel, c'est que tu puisses avoir quelque chose qui soit aussi sécure pour toi. Et toi qui fais pas mal de sport, c'est le côté avec satisfaction instantanée, satisfaction différée. Et dans le sport, je trouve que c'est pareil, et dans le business aussi. C'est qu'en fait, plutôt que de vouloir faire le truc tout de suite, comme en sport, par exemple manger du sucre, après sur le long terme, tu vas grossir, ça va pas t'aller, etc. Donc c'est de réussir à s'empêcher de faire les trucs qui ont l'air rapides, faciles maintenant, pour vraiment voir le long terme. Et c'est pour ça que je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais sur le long terme, et c'est pareil dans le business. On a des résultats sur le long terme dans le sport, et c'est pareil dans le business. Donc c'est très très clair. C'est clair. Il vaut mieux faire un petit pas. Souvent, ce que je leur donne, c'est il y a des personnes qui disent, ah ouais, mais tu me demandes de lire et tout, j'aime pas lire. Je dis, écoute, et en fait, ils disent ça parce que ils ont envie de lire. Hein. Je les oblige pas à lire quoi que ce soit. Attention. La personne, elle a envie, elle kifferait savoir, elle aimerait lire des bouquins en entier, et c'est hyper fastidieux pour elle. Je dis, tous les jours, tu lis une page d'un bouquin. Juste une page. À la fin de l'année, tu auras lu 365 pages, en fait. Tu auras lu un bouquin. Je dis, par contre, si le bouquin, tu le touches pas, tu le laisses là, et que dans un an, tu dis, j'aimerais bien lire un bouquin. En fait, tu n'auras jamais attaqué, tu n'auras pas fini le bouquin. Donc, ça sert à rien de faire des grands pas, forcément des grands trucs de dingue d'un coup, mais tous les petits pas que tu peux faire au quotidien vont te permettre de tenir dans le temps. C'est clair. Donc, même quand t'es pas bien. Le livre, c'est une bonne idée, hein. Parce que moi, j'ai jamais le temps de lire. J'adore lire, mais il y a des moments, des espaces-temps où je m'oblige. Par exemple, quand je prends l'avion, il y a plus de réseau, je peux plus toucher mon tel et tout. Là, je prends un livre. Je prends plus un magazine idiot ou pour un film, je prends un livre et ça va super vite, en fait, de lire un livre. C'est ça. Sur un vol, on lit facile 30-40 pages, en fait. Surtout quand t'accroches, en plus. Quand en plus, si t'accroches, automatiquement, tu vas le manger, le livre. C'est clair. Que nous dis-tu sur les changements radicaux et le couple? Alors, est-ce qu'on peut prendre son couple avec soi dans le changement radical? De toute manière, il n'y aura pas le choix parce qu'il y a toi, il y a ton conjoint, il y a ton couple. Et donc, automatiquement, un changement radical dans le couple, il y a des choses qui vont changer. Il y a une routine qui va changer. Il y a peut-être un côté financier qui va changer. Il y aura peut-être besoin d'un soutien à un moment. Donc, ça peut être problématique. Je parle négatif, je suis désolée. Ça peut être problématique si, en effet, tu décides d'y aller sans spécialement en parler à ton conjoint, sans expliquer plutôt les étapes, peut-être là où tu auras peut-être besoin un moment d'aide ou autre, et savoir aussi ce que la personne en pense, parce que on veut faire les choses pour nous, mais quand on est dans un couple, on peut pas ignorer la personne avec qui on est, parce qu'automatiquement, elle va aussi, elle, être complètement emmenée dans ce changement. Donc, il faut aussi en parler avec elle, beaucoup de communication. Il y a des personnes qui vont être très bien, qui vont t'accompagner, ça va peut-être pas être tout le temps tout beau, tout rose, hein, parce que quand on monte sur des sociétés ou autres, il y a toujours des moments où c'est un peu plus difficile. Donc, il y a une adaptation à avoir, côté vie avec les enfants, peut-être vie familiale ou autre. La personne, elle a son conjoint, son conjoint a son travail aussi, donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc, ça peut être difficile à certains moments, mais ça peut aussi bien s'adapter. Communication prioritaire. Et c'est surtout ne pas imposer les choses, moi je dirais, tu vois. Plus tu imposes les choses et plus la personne, en fait, elle va se sentir peut-être complètement étriquée, se dire, OK, donc en fait, tu me laisses pas le choix, il faut que j'y aille. Et en gros, mon avis, on s'en fout, machin. Donc ça, c'est important de le faire. Donc le dialogue et se sentir impliqué. Merci. Oui. Je vois l'heure qui passe. Je vous ai pas demandé vos objets fétiches.
Est-ce que vous les avez ramenés? Oui. Oui, bien sûr. Riab, qu'est-ce que c'est? On appelle ça un rouge à lèvres magique. Oh, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Il est vert. Oui, il est vert et en fait, quand on le met, il devient rose. Enfin, il y a plusieurs teintes. Ah, mais oui, je connais. Et ça, incroyable. c'est un des premiers souvenirs que j'ai du Maroc. Parce que, bah, en tant que petite fille, on adore pouvoir se maquiller, etc. Et en C'est fait, quoi l'objectif du vert qui est sans il n'y a pas forcément d'objectif, c'est comme le ça, il délire. fonctionne comme ça. Mais en fait, ce que je trouve génial, c'est que, bah voilà, c'est vraiment, je trouve ça en lien aussi avec la transformation, parce que du coup, de vert, tu passes à autre chose. Et ça, du coup, méfier des apparences. exactement. Et moi qui suis toujours Madame Rouge à lèvres, je l'ai toujours dans mon sac parce que le jour où j'oublie, j'ai toujours ça et pouf, j'ai les lèvres roses. Voilà. Tu nous montres une démo pour voir si ça marche? Non, mais sur tes lèvres. Sur mes lèvres, bah, j'ai du rouge à lèvres là, donc je sais pas si tu vas voir, mais je sais pas si là. Mais c'est trop drôle. Mais j'ai jamais vu ça. Moi, celui de ma mère, elle en avait un jaune qui devenait pareil, qui devenait rose. Ça change là. Mais Ça devient un peu plus rose, Un peu plus rose. Hein? je comprends pas. Non, mais c'est Mais ce qui C'est la magie. fou, ce Ce truc. qui est incompréhensible, c'est que sur le stick, il reste bien vert. quoi, Ouais, il tu reste vois, vert. En c'est- fait, bon voilà, il y a mon On rouge va à tout lèvres. le rouge à lèvres. tester. Incroyable. Voilà. Ouais. Ah, bah, écoute, Donc ça c'est et ça le premier que j'avais eu c'était à Marrakech et j'en ai racheté à Marrakech et Marrakech. Voilà. Et ça reste. Et toi, Rihanna, c'est quoi ton objet fétiche? Alors moi j'ai eu du mal, j'ai voulu emmener mon mari mais c'est pas possible. Voilà. Donc en fait mon petit objet L'homme fétiche, objet. l'homme C'est objet. ça. Mais en fait il est cassé. En fait quand la première fois qu'il est parti sans moi en vacances, c'était notre première pas une séparation de couple hein, mais Ouais. séparation géographique Ouais, on va ouais, dire. ouais. Il m'a en fait fait livrer. Alors il est très Fragile. très fragile mon truc, mais bref, il est complètement cassé surtout. En fait, il m'a fait livrer ce petit collier avec l'infini, là. Et ça me touche. Et du coup, je le porte tout le temps, sauf là, pour le coup. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est pas quelqu'un qui sait faire spécialement des cadeaux. Alors, c'est pas qu'il a pas envie, c'est qu'il a jamais l'idée. Il sait pas, c'est toujours moi qui dois choisir les cadeaux. C'est un homme, quoi. Et du coup, je m'y attendais pas du tout. Ça arrivait avec un bouquet de fleurs pendant qu'il était dans l'avion, en fait. Il avait tout programmé. Et ouais, t'as vu. Tu veux que j'en parle à ton mec? Non, mais moi aussi, il me fait toujours des surprises. Mais ça, et ça et du coup, c'est le premier cadeau qu'il m'a fait vraiment où je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je l'ai toujours gardé. C'est trop mignon. Ouais, je sais. C'est émotion. J'adore parce que le marketing est très bon, tu vois. Elle nous montre comment son chéri est trop mignon avec elle. Et après, elle dit, je suis coach love, tu veux des cadeaux dans ta vie. Tu veux des cadeaux? Tu veux des cadeaux dans ta vie? Appelle-moi. Viens me voir. C'est ça. C'est bien, Oriana, j'adore. Si vous voulez des petits colliers infinis, n'hésitez pas à appeler le coach Oriana. Bon, Ouais, il est super, sûr. très touchant. Il est où ton... Il est là. Oh, mais je l'avais pas vu. Je sais, je te l'avais caché. Oh, mais il a sorti à ta veste. Bah écoute, j'ai même pas fait exprès, tu vois. Donc c'est un éléphant de jade qui vient de Malaisie, celui-ci. Peut-être Singapour, je sais même plus, parce que je suis partie tellement longtemps là-bas. Et tout simplement, pourquoi? Parce que ça me rappelle les voyages, ça me rappelle... c'est un voyage que j'ai fait toute seule. Je suis partie 3 semaines avec mon sac à dos. Mais c'est fou. J'ai fait Indonésie, Singapour, Malaisie, un petit peu de Thaïlande vite fait. Ouais, on est allé un peu dans les eaux thaïlandaises, bref. Et c'était un super voyage qui permet aussi de se recentrer, de savoir où tu en es, d'apporter certaines clartés, tout ça. Et à chaque fois, je me dis, chaque année, je me fais un voyage toute seule. Moi, même si j'ai des enfants, je me fais un voyage toute seule chaque année, mais toute seule, tu vois. Ça fait tellement de bien. Ah ouais. Carrément. Et quand on me voit et tout, on me dit, mais toi, t'es une fille de la ville, alors que j'habite à la campagne avec mes poules, avec mon chien, avec mes chats, avec mes animaux, et je pars avec mon sac à dos en basket au fin fond de la jungle, et ça me va très bien. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette nature et j'ai besoin de me ressourcer dans ces voyages qui me dépaysent totalement, mais c'est pas le dépaysement que je cherche, c'est vraiment me retrouver moi. Trop beau. Donc, c'est partir pour mieux me retrouver. C'est magnifique, Belle c'est image. sublime. Voilà. Et puis en plus, c'est chargé de l'énergie du lieu aussi. Ah C'est ouais. ça. Et donc, bon, là, tu vois, dans le déménagement, il a la petite bouche qui a été cassée, mais Tu ramènes à chaque fois un petit objet. je ramène un petit objet, mais c'est toujours un tout petit truc, tu vois, que je ramène donc c'est des petites statuettes, c'est souvent des animaux d'ailleurs, hein, donc j'y pense, il y a beaucoup des éléphants, beaucoup d'animaux. Et mais je ramène toujours un petit truc. Et donc là, en plus, il y a le côté pierre, le côté, pour moi, c'est un symbole de liberté, tu vois. Donc j'accompagne moi les femmes à cette liberté-là, cette liberté qui va être temporelle plus que, même s'il y a le côté financier, hein,
Bien sûr, mais cette liberté temporelle de pouvoir prendre du temps pour toi, de faire ce que tu veux pour toi et profiter du temps qu'on a parce qu'il est très limité. Il y a un truc qui se passe à Castries. Il y a un truc, ouais. Il y a une connexion là, sur on est du même côté. Ça doit être la carrière. Ah oui, les carrières de Castries, ouais. Bref, à savoir. Ouais, ok. Et moi, j'habite là-bas et je pense comme vous. C'est vrai. C'est bizarre. Hein. Bon, toujours. On va tous déménager là-bas. Faut tous déménager là-bas. Ouais. Et toi, Léa, ton objet? Alors moi, c'est un objet fétiche qui pèse lourd. Oh, Harry Potter, voilà. En fait, c'est des bouquins que je lis depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, vous savez, vous connaissez le principe de la Madeleine de Proust? Ouais. Vous savez, quand il mange cette madeleine, il se revoit quand il est petit chez sa maman, etc. Bon, j'explique sûrement très mal et c'est sûrement bien plus philosophique que ça, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et en fait, pour moi, Harry Potter, ça a été l'univers Harry Potter, c'est ma safe place depuis que j'ai 12 ans, pour plein de raisons que je donnerai pas à la télé par respect pour plein de personnes. Mais en fait, voilà, c'est vraiment quand je lis Harry Potter, quand j'ouvre un bouquin, bon, je les ai lus 50 000 fois chacun et franchement, je pense que j'exagère pas. D'ailleurs, vous voyez, les pages, elles sont toutes défoncées et encore celui-là, c'est le deuxième, hein, parce que l'autre, je l'ai complètement grillé. Et en fait, peu importe où je voyage dans le monde, et pourtant je voyage énormément, etc., j'ai toujours mes bouquins, au moins un bouquin Harry Potter avec moi. Bah, vous voyez, là, je fais un aller-retour à Paris, je l'ai avec moi. Et en fait, ça me permet dès que j'ai besoin de déconnecter, enfin, de reconnecter, plutôt que déconnecter d'ailleurs, mais j'ouvre un bouquin, je me mets dedans, et il y a vraiment cette magie pour ceux qui connaissent Harry Potter, si vous n'avez pas lu Harry Potter, il faut lire Harry Potter. Hein, je n'ai pas d'action chez eux, etc. Qui ne connaît pas Harry mais c'est incroyable. Il y a vraiment cette magie de Noël, de courage aussi et d'abondance. Il y a énormément d'abondance, il y a de la magie et c'est quelque chose que j'avais pas en fait quand j'étais petite et même quand j'ai grandi après et que je crée aujourd'hui dans ma propre vie. Et j'ai vraiment besoin de créer ça. Et le fait que je vais construire un ranch, c'est pas anodin non plus, c'est pour créer un cocon de bonheur, de kiff enfin comment dire, comme ils font, je sais pas si pour ceux qui connaissent, ils font des grandes tablées avec plein de nourriture, plein d'amis, la famille, la nouvelle famille de cœur en fait, et c'est ce que je vais créer dans mon ranch. Ouais. Ça me rend tout émotionnée, mais j'ai hâte. Mais il doit y avoir un truc à Castries parce que ce soit toi, Léa ou moi, on est vraiment dans ce projet aussi immobilier de pouvoir créer quelque chose pour ramener du monde, et créer quelque chose. Après, c'est le côté sudiste un peu, je pense. Pourtant, je suis de Paris à la base. Ah, t'es de Paris? Ok. Mais t'habites dans le sud, donc il y a le cœur dans le sud. Mais je pense que c'est l'endroit qui crée ça. C'est possible. Bon, les filles, je suis désolée, on a dépassé le temps. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Instagram? Je vais mettre les liens sous la vidéo. Il y a autre chose, une autre actualité, en rapide? Rapide, moi, j'ai une conférence qui arrive la semaine prochaine. Mais on la verra pas. Elle sera en replay. Ouais. Et puis, il y a mes accompagnements et il y a le 14 septembre. On a une super soirée. Ok. Avec nous, dans le sud, qui est full, d'ailleurs, sold out. Puis voilà. Et Riab, toi, on peut te retrouver au Maroc. Moi, on peut me retrouver déjà sur les réseaux, Riri Keto, et à Marrakech. Donc, du coup, septembre, ouverture officielle du cabinet. Mais j'y suis je pars le 30 à Marrakech. Je suis en train le 30 quoi? Juin. Eh ben, on va se revoir là-bas. Enfants. Alors, oui. Faites votre programme. Et je voulais juste rajouter un petit mot de la fin. Vas-y, Riab, mot de la fin. On reparlait de tout à l'heure, un peu pour le business, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, que ce soit dans le business ou dans d'autres choses de la vie, il faut se lancer. En fait, il y a la question de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Et voilà. On peut pas savoir. Il faut se lancer et ça sera jamais un échec, c'est une expérience. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre à mes coachés. On essaye, ça passe ou ça casse, mais au moins on apprendra encore mieux à se connaître. Exactement. Merci beaucoup, Riab. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à poser un maximum de questions à nos invités qui vous répondront avec grand plaisir sous cette vidéo. On retiendra une chose, un changement radical, ça peut amener de très beaux destins derrière. Testez pour le savoir. Merci Riab pour cette petite phrase de fin. Merci beaucoup les filles. Merci mille fois. Je vous souhaite le meilleur. Peut-être d'autres changements radicaux dans votre vie. Et puis on se dit à très vite avec bienveillance. Bon retour sur les autres vidéos de Marc, notre cher Marc, sur ABC Talk TV. Ciao, ciao. Salut. Ciao.